Alors, bonjour à tous, nous sommes dans une vidéo consacrée à l'apologétique pro-vie, et dans cette vidéo nous allons aborder l'argument pro-vie de la pente glissante. Alors, l'idée centrale de cet argument, ça va être de partir d'une prémisse commune avec les défenseurs de l'avortement. Par exemple, on peut partir de l'immoralité de l'infanticide. On va dire que des deux côtés, tout le monde est d'accord pour dire que l'infanticide est immoral, que c'est immoral de tuer un bébé après sa naissance. Et puis on va essayer de remonter la pente petit à petit pour montrer qu'une opposition à l'infanticide conduit nécessairement à une opposition à l'avortement. Et alors notre but, ça va être de faire comprendre à notre interlocuteur qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre l'exécution d'un nouveau-né et l'exécution d'un fœtus, en vertu de la relation de continuité substantielle qu'il existe à chaque étape du développement humain. On verra un peu ce que ça veut dire plus tard. Et alors pour mettre ça en évidence, on va faire un raisonnement par récurrence sur les étapes successives du développement fœtal dans le sens inverse. Donc au lieu de partir de la conception vers l'accouchement, on va partir de l'accouchement vers la conception. Et donc, on peut formuler l'argument de la manière suivante. Donc ça, c'est le médecin Everett Koop qui le formule ainsi. Et il dit, la question que je pose à mes amis pro avortement est la suivante. Seriez-vous prêt à tuer un nouveau-né? Si votre réponse est non, seriez-vous prêt à tuer cet enfant une minute avant sa naissance? Et une minute avant ça, etc. Donc on a bien compris ici, l'idée c'est de remonter petit à petit les étapes successives du développement fœtal entre la naissance et la conception. Et alors du coup, si on veut formaliser un peu l'argument de couple, on pourrait l'écrire de la manière suivante. Donc prémisse 1, il est immoral de tuer intentionnellement un être humain à sa naissance. Donc c'est-à-dire on est contre l'infanticide. Prémisse 2. S'il est immoral de tuer intentionnellement un être humain à sa naissance, alors il est immoral de le tuer une minute avant sa naissance. S'il est immoral de tuer intentionnellement un être humain une minute avant sa naissance, alors il sera aussi immoral de le tuer 2 minutes avant sa naissance. Et de manière générale, s'il est immoral de tuer intentionnellement un être humain n minutes avant sa naissance, alors il sera aussi immoral de le tuer n plus 1 minute avant sa naissance, etc., jusqu'au moment où l'être humain a commencé d'exister. Et on sait grâce à la science que l'être humain a commencé d'exister au moment de sa conception, ça c'est un fait scientifique qu'on a établi dans notre vidéo précédente. Et donc, la conclusion qui s'ensuit de toutes ces prémices, c'est qu'il est immoral de tuer intentionnellement un être humain après sa conception. Et comme l'avortement tue intentionnellement un être humain après sa conception, ça c'est aussi un fait scientifique qu'on a établi dans notre longue présentation, eh bien la conclusion c'est que l'avortement est immoral. Donc, vous voyez, vous avez un argument logiquement valide, donc maintenant il faut regarder un petit peu les prémices. Alors la prémisse 1, en général, elle est acceptée, hein, la plupart des gens sont contre l'infanticide. Mais alors du coup, la prémisse 2, si vous acceptez la prémisse 1, la prémisse 2, normalement vous l'acceptez aussi, hein. Il n'y a pas de différence entre tuer, un être humain, juste après sa naissance et une minute avant. Il y a pas eu de changement, d'identité ou de nature, chez le bébé. Donc en général, les gens acceptent, les prémisses 1 et 2. Pareil pour la 3. Si vous pensez que c'est immoral de tuer un enfant une minute avant sa naissance, vous devrez penser que c'est immoral de le tuer 2 minutes avant aussi, enfin voilà, en remontant d'une minute. Il n'y a pas de changement radical dans cet intervalle. Et alors, la prémisse qui sera la seule prémisse en réalité que les gens peuvent contester, c'est la prémisse 4, qui généralise l'idée que si c'est immoral de tuer intentionnellement un être humain n minutes avant sa naissance, ça va être aussi immoral de le tuer une minute avant cela. Et alors, l'idée derrière cette prémisse, donc ce serait là qui sera la plus contestée de tout l'argument, mais ça va être difficile de la nier parce que si vous niez cette prémisse, alors ça revient à affirmer qu'il existe un nombre n pour lequel il serait moralement permis de tuer un être humain n minutes avant sa naissance et n plus 1 minute avant sa naissance et non n minutes avant. Et le problème, c'est que vous avez aucun changement d'identité dans l'intervalle n plus 1 qui pourrait justifier l'apparition magique et soudaine du droit à la vie. Et donc, la charge de la preuve incombe par conséquent aux défenseurs de l'avortement qui devraient essayer de justifier pourquoi dans cet intervalle n plus 1, il y a l'apparition magique du droit à la vie. Comment est-ce que cette apparition soudaine peut apparaître? Sur quels critères binaires et non arbitraires on peut se fonder? Et nous, on pense que c'est pas possible, qu'une telle entreprise serait vouée à l'échec, que il y aura jamais de différence significative dans l'intervalle n plus 1,
Et on rejoint tout à fait, Roger, Waitmer, qui est un professeur de philosophie morale à l'université d'Harvard, qui nous disait: «En remontant par étape par étape du nourrisson au zygote, on ne trouvera pas de différence suffisamment significative qui justifie la mise à mort du fœtus à l'étape d'avant, tout en refusant catégoriquement sa mise à mort à l'étape d'après». Donc oui, c'est bien, il confirme, la prémisse selon laquelle il y a pas de changement d'identité radical, dans l'intervalle N+1 qui pourrait justifier l'apparition magique du droit à la vie. Alors, qu'est-ce que vont dire les pro-avortement pour répondre à cet argument? On peut répondre à l'objection la plus courante, c'est celle qui dit que ça serait faux de conclure qu'il n'y a pas de différence substantielle entre deux états A et B, juste parce que la succession de changements entre ces deux états ne comporte aucun changement radical. Alors, pour expliquer ça de manière un peu plus claire et concrète, on peut nous proposer des exemples. Donc, par exemple, si je vous dis, bah, il n'y a pas de différence significative entre la quantité de lumière qu'il y a à midi et la quantité de lumière qu'il y a à midi 01. De même, il n'y a pas de différence significative entre la quantité de lumière qu'il y a entre midi 01 et midi 02, etc. Et vous pouvez faire ça de chaque minute en chaque minute jusqu'à minuit. Et du coup, est-ce que la conclusion de ça, ça serait qu'il n'y a pas de différence significative de lumière entre midi et minuit? Bah non, ça serait absurde. Juste parce qu'on ne voit pas la différence dans chaque petit intervalle, ça ne veut pas dire que dans le grand intervalle entre midi et minuit, il n'y a pas de différence significative. Donc, en fait, l'argument qu'on vient de développer, c'est un sophisme. Euh, mais ici, on répond que l'objection n'est pas solide parce que on peut rendre compte de la transition progressive de la lumière entre le jour et la nuit, parce qu'on reconnaît que la lumière, c'est une propriété qui vient en degrés. Euh, donc, c'est-à-dire les choses deviennent progressivement plus claires ou plus sombres avec le temps. Quand on passe de midi à minuit, la lumière s'éteint petit à petit. Et sauf que le problème, c'est que dans le cas du fœtus, on n'a pas affaire à une propriété binaire. Le droit à la vie n'est pas une propriété qui est binaire, c'est pas une propriété qui vient en degrés. Contrairement à la lumière du jour, qui devient de plus en plus claire ou de plus en plus sombre, le droit à la vie, lui, n'est pas graduel. Ça aurait pas de sens de dire qu'un être humain a 40% de droit à la vie, puis 50% de droit à la vie, puis 60%, etc., etc., et que petit à petit, il acquiert ses 100% du droit à la vie à la naissance. Le droit à la vie, c'est quelque chose de binaire, soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Contrairement à l'exemple de la parodie qu'on nous a donné juste au-dessus avec la lumière, qui n'est pas une propriété binaire. Voilà. Et donc, par conséquent, on peut répondre à l'objection initiale que il n'y a aucun sophisme à affirmer que s'il y a un chemin continu entre deux états A et B, et que A possède une propriété intrinsèque qui ne vient pas en degrés, alors il s'ensuit que B possède aussi cette même propriété intrinsèque. Et là, comme on a affaire à une propriété qui ne vient pas en degrés, à savoir le droit à la vie, l'argument de la pente glissante est parfaitement valide. Il n'y a pas de sophisme ici. Autre objection, ça va être de dire, bah, pourquoi est-ce qu'on peut pas remonter par récurrence avant même la conception? L'argument qu'on a donné, il traite de la conception comme étant un moment précis où l'être humain commence d'exister, alors que la conception, c'est un processus qui est continu, qui dure entre 20 et 22 heures. Et il y a de toute façon aucun instant binaire où on peut savoir quand l'embryon commence d'exister. Alors à cette objection, on répond que Hem, enfin, cette objection, elle affirme que puisqu'on ne connaît pas le moment exact où les spermatozoïdes et les ovules cessent d'exister pour créer l'embryon, alors il s'ensuit que la conception n'est pas un critère qui est binaire et donc que l'argument qu'on vient de donner, s'applique aussi à notre position. Mais le problème, c'est que, c'est parfaitement vrai que, même si c'est parfaitement vrai que la fécondation est un processus qui prend quelques heures, donc c'est pas un truc qui a lieu en une seule minute ou enfin, instantanément, hem, ça n'enlève rien à l'argument parce que le fait qu'on ne sache pas exactement à la minute près quand les chromosomes, paternels et maternels fusionnent durant ce court intervalle de temps, bah, ça n'implique pas qu'il faille, rejeter la fécondation comme un critère binaire. En effet, dans tous les cas, il y a un avant et un après. Il y a un avant fécondation et un après fécondation. Avant la fécondation, il n'y a pas d'organisme humain distinct qui se développe avec son ADN propre. Or, quelques heures plus tard, bah, c'est bien le cas. Donc on n'a pas besoin de connaître le moment précis auquel ce changement a lieu. Nous devons simplement savoir que ce changement binaire a eu lieu à un moment donné dans cet intervalle, quel qu'il soit. Et c'est ça qui compte. S'il existe un intervalle de temps quelconque où nous ne savons pas avec certitude si l'embryon existe, alors bah, dans ce cas-là, il faut mieux appliquer le principe de précaution. Si on ne sait pas, on ne tue pas.
Donc voilà, on ne peut pas parodier, l'argument en ramenant cela à, la conception, en disant que la conception n'est pas un critère qui est binaire. Merci de votre écoute.